Voici ma McLaren 720S. Et McLaren avait raison. Il n'était pas possible de la réparer à cause de ses dégâts. Non, vous ne pourrez pas. J'ai donc dû acheter un tout nouvel habitacle pour pouvoir la réparer. Et Richard Hammond ne pense pas que je puisse le faire avant Noël. Sérieusement, tu penses à Noël? C'est dans 3 semaines. Mais aujourd'hui, je vais la conduire. Oh mon Dieu! Moteur très mauvais. Nous avons déjà remplacé le moteur de l'ancien habitacle, ainsi que le faisceau électrique, et nous avons boulonné un tout nouveau cadre arrière, et également transformé l'habitacle à conduite à droite en habitacle à conduite à gauche, en improvisant un petit peu. Vous ne le sauriez jamais. Vous ne le sauriez jamais. Il ne me reste plus que ceci. Une McLaren presque complète. Il est clair que il me reste encore beaucoup à faire. Et quant à l'extérieur, je ne sais même pas par où commencer. Mais l'intérieur est encore en pièces détachées et je dois finir de tout boulonner. Donc je pense que tout ça, c'est le premier point d'attaque. Allons-y. L'un des points positifs de l'accident est qu'il n'a pas vraiment endommagé l'intérieur de la voiture. La plupart des éléments devraient donc être assemblés et nous devrions disposer de toutes les pièces nécessaires à leur réalisation, pour autant que nous puissions nous rappeler où tout est assemblé. L'astuce lors de la reconstruction de l'intérieur est de se souvenir de la partie que vous avez enlevée en premier. De cette façon, vous pouvez le faire dans le même ordre. Je mets donc l'écran ici et tout ce qui l'entoure avec tous les boutons derrière lui. Ensuite, il y a une dernière garniture qui se place au-dessus du tableau de bord et qui se clipse à la console centrale. Ouais, l'écran de la console centrale est installé. L'emplacement suivant est celui où se fixe le rétroviseur. Comme il s'agit d'un véhicule à conduite à droite, le rétroviseur est légèrement différent, car le siège du conducteur est dans une position différente. J'ai donc remplacé le support par un support pour conduite à gauche. Je pourrai alors remettre le revêtement du toit et les cache-soleil ensuite. Ensuite, le tapis est mis en place. Beaucoup de gens me demandent pourquoi je n'ai pas gardé la conduite à droite parce que je suis au Royaume-Uni. Mais parce que de nombreuses pièces de la voiture à conduite à gauche, comme la crémaillère de direction, le tableau de bord et la console centrale, n'ont pas été endommagées. Il n'y avait pas lieu d'en acheter de nouvelles pour en faire une conduite à droite. J'espère donc que cela vous aidera à y voir plus clair. Et l'intérieur était fait. L'intérieur est en quelque sorte à l'état brut, sans siège. Je laisse l'arrière en dehors parce que j'ai l'impression que ces ceintures de sécurité peuvent avoir un code et que je vais devoir les retirer. Parce que vous pouvez voir le capteur de l'airbag ici et nous avons eu un airbag qui s'est déclenché dans la porte. Et le fusible pyro ne marchait plus, donc il est possible que les ceintures de sécurité fassent de même. Je veux donc pas remettre tout ça en place pour les retirer ensuite. Et maintenant, Chris? Oui. Nous allons nous occuper de la suspension parce que je veux que cette chose roule vraiment. Ouais, la suspension. La suspension d'abord, et les radiateurs ensuite. Voici l'ensemble de la gamme de suspension. Et c'est là que nous avons obtenu une grande partie de la suspension. Regardez ceci. C'est un magasin de pièces détachées. C'est une casse avec une 720S ici. Nous avons passé la majeure partie de la journée à démonter cette voiture pour en extraire des pièces. Ceci nous a coûté 1700 livres sterling, et c'est une pièce d'occasion. Une pièce d'occasion toute neuve, fabriquée par Tenneco, et qui nous a coûté 1700 livres sterling. Et on pense qu'elle est pliée. Je pense qu'elle est définitivement pliée. Mais c'est très complexe, c'est très cher, et je vous expliquerai tout lorsque nous commencerons à l'installer. Je vais m'occuper d'un côté, Chris va s'occuper de l'autre. Ouais, commençons à assembler cette chose. La première chose à faire est de monter le triangle inférieur. C'est à peu près ce qui maintient l'ensemble de la suspension. Une fois le tout boulonné au cadre arrière, je dispose de la barre d'accouplement arrière. Ce réglage permet d'obtenir une trajectoire parfaitement droite sur les roues arrière, ce qui signifie qu'il faudra ensuite l'aligner. L'arbre d'entraînement est ensuite inséré. L'arbre d'entraînement est simplement poussé dans la boîte de vitesse, puis nous sommes prêts pour le triangle supérieur. Il est également fixé au châssis arrière de la voiture à l'aide de 4 boulons. Ce dernier est doté d'un réglage de carrossage. Et une fois qu'il est monté, nous pouvons passer au moyeu de roue, sans oublier de percer le capteur de vitesse de roue dans le nouveau moyeu. L'arbre d'entraînement s'insère alors dans le moyeu de la roue et la rotule inférieure s'insère dans le triangle inférieur. On en vient ensuite aux jambes de force et au ressort de la suspension. Il se boulonne sur le haut du cadre et s'insère dans le triangle inférieur, avec un peu de difficulté comme vous pouvez le voir ici. C'est dur, mais ça rentre. Une fois cette étape franchie, nous passons aux étapes finales. Boulonner la barre d'accouplement au moyeu de roue, puis connecter la rotule supérieure au moyeu de roue également.
Il y a beaucoup de réglages pour le carrossage, ce qui fait que la roue s'incline vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Là encore, nous allons nous contenter de la mettre en position neutre pour l'instant, mais il est évident que nous aurons ensuite besoin d'un réglage de la géométrie des 4 roues. Ça commence petit à petit à ressembler un peu plus à une voiture. Enfin, pour moi en tout cas, mais il y a encore quelques petits problèmes. Voici donc le côté droit de la suspension, qui a l'air plutôt bien, pour être honnête. Il aurait besoin d'un peu de nettoyage, ce que nous pouvons faire, mais la partie la plus coûteuse est cette pièce-là, et bien sûr le ressort. Et c'est un peu différent sur les McLaren par rapport à ce qui se passe habituellement sur les autres voitures. Voici le prix d'une unité de suspension d'occasion. 3800 livres sterling. Ouais, il s'agit d'une 675 LT, mais c'est la même chose. Elles sont extrêmement difficiles à trouver. Je savais que j'allais devoir remplacer un côté parce que, eh bien, voici ce qu'il en restait. Mais remplacer les deux côtés, c'était pas dans mes plans. Mais maintenant, je sais que je vais devoir remplacer les deux côtés. Cette pièce et ce ressort de suspension du côté gauche, je sais pas si vous pouvez le voir sur la caméra, mais si on vient par ici, on peut voir à quel point il s'incline lorsqu'il monte, ce qui n'est pas bon du tout. Il s'agit bien d'une courbure. Et pour ne rien arranger, lorsque je suis allé chercher des pièces dans la casse, j'ai pris l'unité de suspension, le seul côté dont il disposait et qui n'était pas cassé, qui est celui-ci, et il m'a coûté 1700 livres sterling. Et il semblerait que celui-ci, je pense pas qu'on arrive à bien le distinguer à l'aide d'une caméra, mais je pense que celui-ci est également plié. Ils doivent se plier très facilement. Et toute cette suspension doit être mise en place par McLaren eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui la rend si spéciale? Voici le dessin que j'ai fait de la suspension de la 720S. Permettez-moi de l'expliquer. Imaginons qu'il s'agisse de la suspension arrière. Il y a maintenant du liquide hydraulique dans les deux amortisseurs. Le fluide intérieur de l'amortisseur de gauche est relié au fluide supérieur de l'amortisseur de droite. Le fluide qui se trouve ici, en haut, est relié à l'amortisseur du côté droit, qui se situe ici. Supposons que la McLaren prenne le virage à gauche. Cela signifie que la roue de droite va pousser vers le haut parce qu'elle est complètement chargée. Ainsi, toute la force sera dirigée vers le haut, comme j'ai fait sur le dessin. Ce fluide est maintenant sous haute pression. Il va donc être poussé vers l'extérieur par le haut et vers l'intérieur par le bas. Naturellement, lorsque vous allez à gauche, cette roue va vouloir monter et cette roue va vouloir descendre. C'est lorsque les deux roues sont en contact avec le sol que les voitures ont le plus d'adhérence. Tout ce liquide à haute pression va donc être pompé ici pour maintenir cette roue bien à plat et au niveau de la voiture. Et ce que McLaren a fait pour rendre la chose encore plus intelligente, c'est d'ajouter ceci. Ces éléments électriques que l'on trouve sur chaque clapet et qui sont des vannes. Ces vannes électriques qui se trouvent ici, ici, ici et ici contrôlent le débit du fluide. Ainsi, lorsque vous êtes en mode confort, la valve s'ouvre permettant à plus de liquide de circuler dans l'amortisseur, créant ainsi une conduite plus douce. Et lorsque vous êtes en mode sport, la valve se referme permettant un débit minimum dans les amortisseurs, ce qui les maintient bien rigides et plats lorsque vous êtes sur la piste. Très astucieux! Oui, c'est assez astucieux, mais cela complique la tâche de ceux qui, comme nous, essaient de travailler sur la voiture. Non seulement la suspension arrière est reliée, mais la suspension avant est également reliée à la suspension arrière par d'énormes lignes qui la relient de l'avant à l'arrière, afin de maintenir la voiture aussi horizontale que possible. La raison pour laquelle je dois l'emmener chez McLaren pour l'installer est que je commence à installer toutes ces conduites. Je dois commencer à remplir tout le système avec du liquide, ce qui se fait à l'avant de la voiture. Mais le problème, c'est que si j'imagine qu'il y a de l'air dans le système, la suspension ne fonctionnera pas aussi bien. Cette haute pression va tenter de comprimer l'air qui sera spongieux et la suspension ne se sentira pas aussi bien. Donc effectivement, la solution serait de la purger. Et bien sûr, la purge du système se fait électroniquement, ce qui nécessite un outil spécial de chez McLaren. Je dois donc continuer à assembler cette suspension pendant que vous réfléchissez à la qualité de mon dessin. Maintenant que nous avons appris le fonctionnement de la suspension, nous devrions pouvoir l'assembler assez facilement. La ligne hydraulique est introduite dans la partie supérieure de la suspension du côté gauche et part ensuite en T vers la partie inférieure ici, qui la relie à l'avant de la suspension et fait le tour de l'arrière pour se connecter à la partie inférieure de la suspension du côté droit. Ensuite, la conduite hydraulique passe par le haut de la suspension latérale droite, contourne l'arrière et passe par le bas de la suspension latérale gauche. Nous pouvons ensuite poser les boulons pour serrer le tout, car il s'agit d'un fluide à très haute pression et nous ne voulons pas que l'un d'entre eux se détache. Et cette même conduite hydraulique du côté droit sera connectée à la conduite hydraulique qui va de l'avant de la suspension à l'arrière de la suspension. Après tout cela, ils utilisent toujours la vieille barre anti-roulis pour laquelle j'ai besoin de maillons de liaison. Elle est fabriquée par ABAC et il semble qu'ils fabriquent également les ressorts pour la suspension.
C'est là que le coût devient encore plus élevé, si ce n'est pas déjà le cas. 2000 livres sterling. Pour un disque de frein arrière, j'ai dû en acheter 2 car les miens étaient cassés. Les disques en carbone sont excellents. Sauf si vous devez les remplacer, là ce n'est plus le cas. Les 2 disques de frein arrière en carbone sont montés. La seule voiture dont j'ai eu l'expérience avec un disque de frein en carbone était la GT3 en Amérique, et c'était absolument irréel. Plus les freins sont chauds, mieux ils s'arrêtent. La situation va redevenir un peu délicate. La McLaren dispose donc d'un étrier de frein arrière, mais aussi d'un étrier de frein arrière séparé pour le frein à main, qui est contrôlé électroniquement. Le problème avec le mien, c'est que la partie contrôlée électroniquement est cassée. Sur eBay, je ne trouve que l'étrier arrière proprement dit, et non le mécanisme de frein à main. Ce numéro de pièce en haut est un numéro de pièce McLaren. Ça va pas aider, mais si vous regardez tout autour, si vous regardez autour du numéro de pièce, c'est un numéro de la marque Bosch. J'ai cherché ce numéro de pièce sur Google et je constate que le même frein à main est utilisé sur une Aston Martin Vantage, une Alfa Romeo et sur une Maserati Ghibli. Le problème, c'est qu'aucun de ces éléments n'est particulièrement bon marché, de sorte qu'il se pourrait que je doive appeler McLaren pour le mécanisme de frein à main. Mais si l'un d'entre vous sait quelque chose de différent, faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Mais rien de tout cela nous empêchera de la conduire. Nous avons toujours des freins arrière, mais juste pas de frein à main. Maintenant, nous en sommes presque à la touche finale pour pouvoir faire rouler cette voiture et la faire fonctionner à la bonne température. Il manque bien sûr le radiateur, et c'est ce que je suis en train de monter. Il est monté sur le côté de la voiture, de même que le condensateur de climatisation. Il y a 2 tuyaux en haut du radiateur que je dois connecter. Et un gros tuyau en bas. Après cela, nous sommes presque prêts à partir. Il s'agit d'une nuance de noir légèrement différente, mais ce n'est pas la couleur qu'il conservera. 2000 livres sterling pour cet aileron arrière. Oui, l'aileron était assez cher, mais il est un peu différent d'un aileron normal. Ils sont montés sur châssis. Ils sont en fait boulonnés au châssis arrière de la voiture, ce qui leur confère une grande force. Et en plus, ils sont contrôlés par un système hydraulique. J'ai d'abord boulonné l'aile arrière au châssis, puis j'ai boulonné la planche de bord arrière, car après cela, je peux commencer à installer les conduites hydrauliques. Il y a 2 lignes qui se connectent à une petite boîte en T ici, et qui installent ensuite les pompes à air secondaires, qui, je pense, sont utilisées uniquement pour les émissions. Vous voyez maintenant que les 2 conduites sortent de la boîte de vitesse par la petite boîte en T que j'ai mentionnée et partent à droite et à gauche. Un côté va vers le côté droit de l'aile, je suppose qu'il s'agit d'un tuyau d'alimentation et d'un tuyau de retour, et l'autre va vers le côté gauche de l'aile. Je ne sais pas s'il y a une sorte de capteur dans la boîte de vitesse qui détecte la vitesse d'embrayage et envoie alors du liquide hydraulique vers le haut. J'en ai aucune idée. L'aileron est installé. Regardez ça. En haut. En bas. Je ne sais pas exactement quel fluide il utilise. Il sort de la boîte de vitesse ici, mais je n'ai aucune idée de son fonctionnement ou de son utilité. Je pense qu'on le découvrira quand on la conduira. Je pense pas qu'on puisse atteindre la vitesse maximale avec ça installé. Et pour l'instant, c'est juste encombrant, donc on va l'enlever et installer le pot d'échappement. Ensuite, les fluides. Le liquide de refroidissement en premier. Je ne pense pas que nous aurons un gros problème pour remplir le liquide de refroidissement. Parce que les radiateurs ne sont pas tout à fait à l'avant de la voiture. Donc, je vais le remplir à l'aide de l'aspirateur. Et nous savons tous comment se passe le remplissage à vide. Ça n'a pas bien fonctionné sur la Ferrari, mais essayons de le faire sur celle-ci. Mon kit préféré. On n'a pas besoin d'expliquer comment cela fonctionne, car nous l'avons déjà fait à maintes reprises. Mais l'air passe par là, et ensuite l'aspire par là. Nous ne devrions pas avoir de fuite, sauf si j'ai oublié un tuyau quelque part. Mais on va voir ça maintenant. Mais nous n'obtenions aucun vide du tout. Toutes les pièces sont connectées? Il n'y a pas de débordement? Ce qui suggère une fuite. J'ai testé ma jauge. Ouais. Et elle fonctionnait. Est-ce que je le verse? Ouais. Je pourrais toujours y mettre de l'eau. Je mets de l'eau maintenant parce que s'il y a une fuite, j'aurai pas de liquide de refroidissement sur le sol. Nous versons de l'eau. C'est pas idéal, mais s'il y a une fuite, elle va se répandre sur le sol et je vais vous dire ce qui est pas idéal. Imaginez que vous achetiez une voiture et que vous ne sachiez pas qu'elle a été démontée ou qu'elle a fait l'objet de travaux avant. Mais il existe un moyen de le savoir. Et ce moyen, c'est quart vertical.
Oh non! Imaginez maintenant que vous vérifiez une voiture à l'aide de carte verticale et qu'elle soit accidentée. Ça afficherait un voyant orange pour des dommages de ce type. Ça vous indiquera également si elle fait l'objet d'un financement en cours, si elle a été enregistrée comme volée ou si elle a déjà été exportée. En revanche, ça ne vous indiquera pas si il y a des fuites d'eau. T'en penses quoi? Y a un tuyau qui est pas fixé? Ouais, c'est certain qu'il y a un tuyau qui est pas fixé. Ouais, celui-là est pas attaché. Où ça? Où ça? Il est juste là, tu vois? Oh ouais, celui-là. Mais l'autre avantage de carte verticale, c'est qu'il vous montre la chronologie de la voiture chaque fois qu'elle a fait l'objet d'un contrôle technique, d'un changement de plaque d'immatriculation ou d'un changement de propriétaire. Et s'il ne s'agit pas d'un accident, ça vous indiquera la date à laquelle le dommage s'est produit et la catégorie ou le titre de propriété de la voiture si vous êtes aux États-Unis. Où est-ce que c'est censé aller? Au moins, c'est quelque chose de facile, pour l'instant. J'ai donc accidentellement oublié un petit tuyau que vous pouvez voir ici en train d'être raccordé. C'est facile à faire. Le tuyau est connecté. J'espère que l'aspirateur va maintenant aspirer. Carte verticale peut également intervenir si votre voiture a été vendue aux enchères sur un site de vente aux enchères de voitures accidentées. Il est probable que vous y verrez les photos de la vente aux enchères, ce qui vous permettra de voir les dégâts exacts de cette voiture à l'écran. Ouais! C'est parti! Alors, pour vérifier votre voiture ou une voiture que vous êtes potentiellement sur le point d'acheter, cliquez sur le lien dans la description et utilisez le code MAT pour obtenir une belle réduction. Et remerciez-moi plus tard lorsque vous économiserez de l'argent lors de l'achat de votre prochaine voiture. Oh! Oh non! Il y a une fuite ici. Il y a une fuite quelque part. Il y a une fuite. Ah, le radiateur est endommagé. Je peux l'entendre fuir. Le radiateur est endommagé. Oh! Je l'entends. J'ai vu ce radiateur lorsque je l'ai reçu et je me suis demandé s'il allait être endommagé. C'est le problème avec des pièces d'occasion. Et il semble qu'il y ait un trou ici, là. Et enfin, là, vous pouvez encore vous en sortir. Mais l'eau descend là, le long de ces veines, comme ces longues pièces ici, et elle apparaît dans un trou comme celui-ci. On a exercé une pression et ça fuit toujours. Tout ça, c'est pas bon. Mais, comme toujours, nous vainquons et nous accomplissons. On va donc retourner à la casse, moi non, mon père oui, pour aller nous chercher de toutes nouvelles pièces d'occasion. Vous pouvez donc à présent vous procurer l'un de ces sweats à capuche ou t-shirt en cliquant sur le lien dans la description. Mon père va donc aller chercher des pièces neuves, ce qui devrait résoudre notre problème pour beaucoup d'autres choses. Ça va résoudre pas mal de problèmes. Je vais appeler McLaren pour leur demander combien coûtent ces jambes de suspension parce que nous en avons deux qui sont tordues et qui devraient nous permettre d'avancer et de rouler. Mais ce serait combien d'après toi? 2500 chacun. 3000. Bonjour, je me demandais si vous pouviez me mettre en contact avec les pièces détachées, s'il vous plaît. 1545,77 livres sterling chacun, plus la TVA. D'accord, et vous pourriez les obtenir dans 2 jours, n'est-ce pas? Oui, 2 jours ouvrables, s'ils sont disponibles. D'accord, merci. Au revoir, au revoir. Au revoir. 1500 livres plus la TVA chacun, mais je n'ai littéralement pas le choix. 3000 livres sterling. Attendez, j'ai payé 1700 livres sterling pour un modèle d'occasion qui est tordu. Ça en fait de mauvaises affaires. Ensuite, en attendant que mon père revienne de la casse, nous allons remplir le liquide de la boîte de vitesse. Rappelez-vous que nous avons perdu beaucoup de liquide parce que le refroidisseur de la boîte de vitesse était percé. J'ai débranché le bouchon de remplissage ici, puis j'ai commencé à pomper le liquide de la boîte de vitesse jusqu'à ce qu'il commence à s'écouler. Puis nous pouvons remettre le bouchon en place. Hey! Ensuite, mon père est revenu avec les pièces et nous avons pu commencer à monter le radiateur d'occasion flambant neuf. Espérons que celui-ci ne soit pas troué. Il faut raccorder toutes les durites comme avant et les conduites d'air conditionnées. Puis ce carénage se place à l'extérieur du radiateur. Nous y arrivons peu à peu. Ensuite, nous revenons au remplissage à vide. Nous espérons que cette fois-ci, il tiendra bien le vide. Et vous pouvez voir qu'il s'accumule maintenant. Aucun bruit. Une fois qu'il a tenu le vide, je peux y connecter le tuyau du liquide de refroidissement et il va aspirer tout le liquide de refroidissement dans le système. Et avec un peu de chance, nous n'aurons pas de problème. Ensuite, nous pouvons compléter à la main le dernier petit morceau.
Je suis presque prêt à la démarrer, à la faire monter en température pour la première fois et à voir si elle passe la vitesse. C'est passionnant, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Mais de ce côté qui était le plus endommagé, il y a beaucoup de prises qui sont cassées. Ainsi, il y a des prises cassées ici, il y a des prises cassées ici, et il y a des fils qui sortent de nulle part. Normalement, sur une voiture accidentée, il faut beaucoup de temps pour déterminer où sont passés ces fils, et dans quel ordre, comme pour une prise, dans quel ordre ils ont été placés, et tout le reste. C'est vraiment difficile à déterminer. Mais, pour gagner du temps, lorsque nous sommes allés à la casse, nous avons acheté une partie du faisceau de câble qui nous a coûté ce qu'il nous aurait coûté neuf, mais ils ne peuvent pas le vendre séparément. 750 livres sterling. Et, le saviez-vous? Moi, c'était pas le cas, je croyais que McLaren et Mercedes s'étaient séparés. Mais regardez ça. Le câblage avec le logo Mercedes. Avec son logo. Tout cela, c'est Mercedes. Enfin, les fiches de câblage, je pense pas qu'il s'agisse d'un faisceau de câble provenant d'une Mercedes. Le seul élément qui doit fonctionner actuellement est le ventilateur, afin qu'on puisse monter en température. Le reste, on peut s'en occuper plus tard. Une autre chose dont nous avons besoin pour démarrer du premier coup, c'est notre meilleur ami, le fusible pyrotechnique. Et devinez quoi? C'est un Mercedes-Benz. La conclusion, c'est que quand il est question de Mercedes-Benz, ne l'achetez pas chez McLaren car vous paierez la surtaxe de McLaren. En voici donc un que j'ai acheté sur eBay. Non. On le met comme ça? Peut-être. Tu l'as mis? Ah. Ouais. Le fusible pyro est activé. Maintenant, l'alimentation de toute cette carte peut passer par le fusible pyro et descendre jusqu'au moteur du démarreur. Je l'ai marqué en rouge. Oh, regarde, tu vois ce petit bout de papier, là? C'est rentré. Fais voir. Je suis dedans. TF. Qu'est-ce que ça signifie? Travail fait. Connexion. Nous allons simplement l'amener à température, et si elle tourne à température, et que tout se passe bien, on installe les roues, et on la fait rouler. Et Richard Hammond, on vient de chercher. Voilà, nous y étions. Il était temps de voir si elle montait en température, et si la vitesse s'enclenchait. Prêt? Oh! Ok! Mais pourquoi elle fume? Elle a démarré, mais il y avait beaucoup de fumée. Peut-être que parce qu'il a fait froid ici dernièrement, il se peut qu'il y ait beaucoup de condensation. Nous avions à peu près tous les voyants possibles allumés sur le tableau de bord. Mais je pense que c'était le cadet de nos soucis. Nous avons dû rajouter un peu de liquide de refroidissement maintenant qu'il a aspiré tout le système, ainsi que du liquide de direction assistée, et attendre qu'elle monte en température. Wouh! Regardez ça! C'est super rapide! Je vais essayer de passer la première vitesse. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça ne voulait pas passer à la vitesse supérieure. Et le bouton Drive de la console centrale ne faisait rien du tout. Le bouton de marche arrière ne faisait rien non plus. Marche arrière? Je ne peux donc aller nulle part. On est presque bon en température. Elle a un bon son, non? Nous ne savons pas, nous n'avons jamais su si la boîte de vitesse était en bon état ou non. Oui, parce qu'on n'a jamais su s'il a passé une vitesse. Ouais, on n'a jamais su s'il avait passé la vitesse ou non. Le moteur montait bien en température, et tout sonnait bien, mais n'avait pas l'air bien. Le bouchon d'huile a sauté. Pourquoi ça fait ça? Il aime pas trop démarrer, n'est-ce pas? C'est pas non plus le cas. Si t'appuies sur l'accélérateur, ça fait beaucoup de fumée. Oh mon Dieu! Oh non! Moteur très mauvais. Recommence. Oh, c'est pas bon. Ça fume de partout. Oh non! Oh non. Moteur vraiment mauvais? L'intérieur du pot d'échappement est-il censé être humide? La situation n'était vraiment pas bonne. Oh mon Dieu.
Oh. Est-ce qu'on vient de faire exploser le moteur d'une McLaren 720S? Non, on vient pas de le faire, c'est lui qui vient de le faire. Pourquoi cette fumée s'échappait-elle? Ouais, non, c'est pas moi qui fais ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as placé le tuyau du liquide de refroidissement directement sur l'échappement? Le refroidisseur de charge. Enfin, nous espérons que dans le meilleur des cas, ce sera le refroidisseur de charge. Parce que c'est sur le dessus du moteur et on pourrait le récupérer. Pour le reste, c'est comme si nous devions remplacer le moteur. N'oubliez pas que le refroidisseur de charge est traversé par du liquide de refroidissement pour refroidir l'air avant qu'il n'entre dans le moteur. S'il y avait une fuite de liquide de refroidissement, il pourrait l'aspirer directement dans le moteur, ce qui provoquerait toute cette fumée. Mais le tuyau était absolument sec. Non. Non, c'est vraiment sec. Le problème pourrait-il donc venir du joint de culasse? Moteur très mauvais. Je sais pas si... Est-ce que tu l'as enregistré? Le moment où le bouchon d'huile a sauté lorsqu'on a démarré le véhicule? Je pense pas l'avoir fait. Le bouchon d'huile a donc sauté, et il a également sauté dans la dernière vidéo. Si le joint de culasse explose et que des gaz d'échappement s'infiltrent dans le système d'alimentation en huile, le bouchon d'huile se détache, c'est le problème, n'est-ce pas? Mais le bouchon d'huile ne tient pas très bien, ouais. Oh mon Dieu, si on doit démonter ce moteur, on met ça dans le réservoir de liquide de refroidissement. On verse ensuite un peu de ce liquide, qui va se loger dans ce réservoir. S'il détecte des gaz d'échappement, le liquide bleu devient jaune, ce qui signifie que le moteur est en très mauvais état. Le testeur entre donc en scène, en espérant qu'il restera bleu. S'il y a une autre couleur que le bleu, le bleu est notre couleur préférée en ce moment. Elle a démarré pour la première fois. Il va plus y avoir d'huile. On a réussi? Ça semble correct. C'est une bonne nouvelle. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. La tête a dû disparaître. Regarde ça. Au début de cette vidéo, j'ai dit que j'allais la conduire. J'ai menti. Au lieu de ça, on l'a fait exploser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée autant que moi, abonnez-vous et donnez-moi un like et... Je sais pas si elle sera prête à temps pour Noël. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace out. Je sais que le radiateur coûtait 1500 livres. Un vol à la lumière du jour. Pantalon baissé. Like a drug that